Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce samedi. Le 10e anniversaire du contrat de désendettement et de développement a été célébré à Abidjan. Le C2D est l'un des instruments les plus puissants de la coopération franco-ivoirienne. C'est un outil qui permet de reconvertir la dette de notre pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, par ailleurs président du comité d'orientation et de suivi du C2D, a salué l'excellence des relations entre les deux pays. Les travaux de construction de la cité administrative du numérique viennent d'être lancés. Le gouvernement veut créer un data center, un centre de données national. La cérémonie de pose de la première pierre de ce centre a eu lieu jeudi au siège de l'Agence ivoirienne des fréquences à Marcory. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation est en partenariat avec une entreprise américaine. Et puis, nous irons dans le Poro dans ce journal. À quelques jours de la Cannes 2023, les forces de défense et de sécurité de Korogo mettent les bouchées doubles. Ils entendent renforcer la sécurité des populations et des biens. Une patrouille mixte composée de l'armée, la gendarmerie, la police, accompagnée des douanes et des eaux et forêts, sillonne chaque soir la ville. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et vous faites toujours bien. Tout d'abord, le contrat de désendettement et de développement C2D est un outil qui permet de reconvertir la dette de certains pays. Le dynamisme de ce contrat de l'Agence française de développement a permis de financer des programmes de lutte contre la pauvreté ici en Côte d'Ivoire. 10 ans après la mise en œuvre du C2D, la Côte d'Ivoire et la France saluent l'excellence de leurs relations. La cérémonie anniversaire s'est tenue à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sous le regard d'Abdoulaye Koné et Adama Kiri. C'est une décennie de collaboration fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la France, célébrée avec la jeunesse ivoirienne dans toute sa composante. Le directeur Afrique de l'Agence française de développement a largement retracé le parcours du contrat de désendettement et de développement, un outil qui permet à la Côte d'Ivoire de réussir ses projets structurants au bénéfice des populations. Le C2D nous a permis d'être au rendez-vous et d'appuyer fortement le redressement de l'économie ivoirienne et le relèvement de l'administration. Les résultats en sont visibles aujourd'hui dans plusieurs secteurs clés de la société et de l'économie ivoirienne, représentés ici par les différents stands. Tous ces résultats traduisent des réalisations concrètes et tangibles qui ont un impact positif pour les bénéficiaires et qui améliorent leurs conditions d'existence, ce qui est, faut-il le rappeler, la finalité du développement. Le C2D est ainsi un formidable levier d'accompagnement des politiques publiques ivoiriennes sur l'ensemble du territoire et au bénéfice de toutes et tous, sans discrimination. Quand il prend la parole, le chef du gouvernement salue l'une des coopérations économiques les plus abouties entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est le lieu de saluer les autorités françaises à travers vous, monsieur le directeur Afrique, monsieur le directeur national du CDD et à travers toute la délégation qui vous accompagne. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour ses appuis significatifs qui ont permis à la Côte d'Ivoire de se construire à nouveau, de se désendetter vis-à-vis de la France, de se développer et de lutter contre la pauvreté. Pour les 10 ans du mécanisme financier, le président du comité d'orientation et de suivi du C2D a mis en avant le capital humain, la jeunesse ivoirienne. L'année 2023 a été proclamée par le président de la République année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Avec le concours que vous nous apportez, la Côte d'Ivoire vous donne l'assurance que la transformation de la jeunesse, des activités de tous les ministères est en marche. Et le CDD numéro 3 trace les jalons du renforcement de notre coopération avec la France. Nous devons continuer sans relâche à œuvrer davantage pour que nos populations soient satisfaites et que les Ivoiriens voient les actions concrètes qui marquent la volonté du président Alassane Ouattara
de donner à la jeunesse d'être fière d'elle-même et aux populations ivoiriennes de vivre heureux. Une journée de célébration pour retracer 10 années marquées par des réalisations significatives qui touchent les Ivoiriens dans leur quotidien. Et dans l'actualité également, les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre se poursuivent. Cette semaine, l'Assemblée nationale a abrité la journée parlementaire sur le financement des actes médicaux pour les victimes de violences faites aux femmes et aux filles. À l'hémicycle, le message est clair que les parlementaires contribuent en prenant une part active dans la lutte. À cette occasion, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a invité les parlementaires à renforcer leurs actions contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le témoignage de Konaté Moussa et Sylvestre Nguessan. Financement des actes médicaux pour les victimes de violences faites aux femmes et aux filles. La question est au cœur de cette rencontre à l'Assemblée nationale. Les acteurs engagés contre les violences faites aux femmes et aux filles sollicitent l'accompagnement des parlementaires dans le combat. Il s'agira de discuter de l'ensemble des procédures et moyens pour analyser, surveiller, discuter et vérifier le dispositif de lutte mis en place pour décourager les perpétrateurs de violences. La réponse se pose en termes de financement des actes médicaux posés sur les victimes survivantes de violences. Nous sommes convaincus que les honorables députés que vous êtes sont en mesure de faire obtenir des solutions aux problèmes de financement des actes médicaux. Selon l'enquête démographique de santé 2021, en Côte d'Ivoire, 13% de femmes ont subi des violences physiques et 4% des violences sexuelles. Pour la ministre Nassene Batouri, il faut davantage d'efforts pour freiner le fléau et la contribution des parlementaires est souhaitée. Nous devons, dans un esprit de solidarité, agir ensemble pour mettre fin à l'impunité d'une part et d'autre part, s'assurer que chaque victime reçoive les soins nécessaires pour se rétablir et se reconstruire. Un appel aux parlementaires bien entendu par le vice-président de l'Assemblée nationale, représentant le président Adama Bictogo. L'Assemblée est engagée dans ce programme. La preuve, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a même diligenté une mission à l'extérieur pour des députés qui sont allés bien se former sur cette problématique du financement. Cette rencontre parlementaire sur le financement des actes médicaux pour les victimes des violences faites aux femmes et aux filles s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro. Le ministre du Budget et des Finances était aujourd'hui face aux sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières. Adama Coulibaly a présenté le projet de loi de finances rectificatif du budget de l'État. Le niveau de ce budget s'élève à 12 508 milliards de francs CFA. Ce projet de loi de finances rectificatif du budget de l'État a été, vous le verrez, adopté par les sénateurs membres de cette commission. C'est ce que nous dit Herman Guivet. Le ministre des Finances, du Budget, Adama Coulibaly, face aux sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat. Sa mission, présenter le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023. L'exposé des motifs de ce projet de loi, comme son nom l'indique, rend compte des modifications enregistrées contre les prévisions initiales. Au terme de cette présentation pour adoption, les sénateurs ne manquent pas de réagir au président de la Commission des Affaires économiques et financières du Sénat de marquer le temps de l'adoption. Passons au vote. Les sénateurs qui sont pour son adoption. Le projet de loi de finances rectificative du budget de l'État pour l'année 2023 est adopté par les sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières. C'est un exercice obligatoire pour le gouvernement lorsqu'il y a un bouleversement dans l'équilibre budgétaire, dans l'équilibre financier, de venir présenter au Parlement les modifications, les changements qui ont été apportés. Et comme vous le savez, l'année 2023 a été une année un peu particulière. La Côte d'Ivoire a bénéficié d'un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, avec des ressources conséquentes qui accompagnent donc ce programme économique, 603 milliards de francs CFA pour l'année. Nous avons également bénéficié d'appuis budgétaires venant de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, j'en ai parlé, mais aussi de la BAD et de l'Agence française de développement. Ce sont des éléments qui viennent donc conforter les recettes de l'État d'une manière générale. Mais parallèlement à ça, en face, nous avons eu à faire face à des dépenses d'investissement
à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA, justement pour investir dans des secteurs qui peuvent améliorer les conditions et la qualité de vie de nos populations. Nous avons eu également à faire des dépenses de soutien à nos cotonculteurs. Comme vous savez, le coton a souffert en fait de la maladie jacide. Donc on a dû apporter un soutien aux cotonculteurs à hauteur de 25 milliards de francs CFA. Nous avons apporté également un soutien à notre compagnie nationale Air Côte d'Ivoire à hauteur de 20 milliards de francs CFA. Nous avons poursuivi également les actions visant à atténuer l'impact de la guerre en Ukraine sur nos populations. Nous avons soutenu les meuniers pour faire en sorte que le prix du blé soit amorti de manière à ce que le prix du pain, en tout cas au niveau de la boulangerie, ne puisse pas augmenter. Voilà tout ce qui a entraîné en fait les changements dans le budget. Donc il était important que nous venions présenter cela au niveau donc, des vénérables sénateurs. C'est un soutien franc qui montre effectivement que les vénérables sénateurs sont en soutien des actions du gouvernement en lien avec tout ce qui a été indiqué comme orientation en termes de budget. Nous avons intégré donc les montants que j'ai indiqués, surtout les dépenses additionnelles qui sont faites en lien avec ces ressources engrangées. Je crois que ça a été bien compris par les vénérables sénateurs qui montrent effectivement qu'ils sont avec le gouvernement, ils sont également avec les populations. Ce sont au total 500 milliards de francs CFA qui ont été investis dans des projets qui sont porteurs de progrès social pour nos populations. Les modifications induites se traduisent par une hausse globale nette du budget de l'État de l'année 2023 de plus de 814 milliards, portant son niveau à plus de 12 508 milliards contre 11 694 milliards initialement prévus. Et dans le chapitre sécurité, lancé le 12 décembre dernier par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, l'opération Épervier 9 rentre dans sa phase active avec une allure de patrouille dans le grand district d'Abidjan. Les forces de l'ordre, composées des agents de la police, de la gendarmerie et des éléments du CCDO, ont sillonné la capitale économique dans la nuit d'hier à ce matin. Des patrouilles sous la conduite du préfet de police d'Abidjan visent non seulement à garantir la sécurité des populations lors des festivités de fin d'année, mais aussi, vous allez le voir, la tenue effective de la CAN qui se tient dans notre pays. Le reportage de Souleymane Doni Songou et Issaïo. L'opération Épervier 9 en marche dans le Grand Abidjan. Dans sa mise en œuvre, le général Siaka Dosso, préfet de police du district autonome d'Abidjan, est à la manœuvre. Il souligne l'importance de cette allure patrouille. Après le lancement officiel des opérations Épervier 9, dans la commune de Yopougon, il était de notre devoir, en tant que responsable opérationnel du district d'Abidjan, de venir nous acquérir du comportement et du dispositif mis en place à Yopougon au nom de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et au nom de M. le directeur général de la police nationale et du commandant supérieur de la gendarmerie. Nous sommes heureux. Nous avons vu nos éléments ensemble, police, gendarmerie, travailler en symbiose. C'est ce que nous demandons et c'est comme cela que nous allons sécuriser les fêtes de fin d'année et la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football du 13 janvier au 11 février 2024. L'opération Épervier 9 revêt une particularité en tant que mesure de sécurité proactive avant cet événement majeur. Tout Abidjan, tous les chefs de district sont à pied d'œuvre. Des rames que vous avez vues se déroulent dans toute la ville d'Abidjan pour rassurer les populations. Nous allons avoir encore l'apport considérable des forces de police, la force considérable des forces de gendarmerie et même nous allons monter pour avoir l'appui des forces armées de Côte d'Ivoire pour que toutes les populations, tous les supporters qui viendront en Côte d'Ivoire se sentent rassurés. Cette initiative implique le déploiement de 1500 soldats à Abidjan et 1700 à l'intérieur du pays, composés de policiers et de gendarmes, dans le but de renforcer la sécurité à travers des patrouilles et des mesures préventives.
Et puisque nous parlons sécurité, rendons-nous dans le Poro où, à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, les forces de défense et de sécurité de Korogo mettent les bouchées doubles et ils entendent renforcer la sécurité des populations et des biens. Une patrouille mixte composée de l'armée, la gendarmerie, la police et accompagnée des douanes et des eaux et forêts sillonne chaque soir la ville. Des images de cette patrouille mixte prises par Ami Sissoko. Traditionnellement, les périodes de fin d'année sont des périodes assez sensibles du point de vue sécuritaire. Depuis quelques jours, les forces de défense et de sécurité de Korogo à pied d'œuvre pour sécuriser les fêtes de fin d'année et la Coupe d'Afrique des Nations dans le Poro. À leur tête, le général de brigade Zoumana Ouattara, commandant la zone opérationnelle nord et la 4e région militaire. Sa traditionnelle patrouille mixte sillonne chaque soir le département de Korogo jusqu'au petit matin, au grand bonheur des populations. Nous allons accueillir vraiment un événement qui sera vraiment grandiose pour la Côte d'Ivoire. Donc une patrouille, c'est vraiment nécessaire pour assurer la sécurité de toutes ces personnes-là vivant à Korogo et assurer aussi la sécurité des étrangers qui viendront aussi, c'est à saluer. Du moment où il y a la sécurité, on peut se sentir en paix, tranquille et puis sortir, faire ses activités. Il s'agit pour cette patrouille mixte composée de l'armée, la gendarmerie, la police, accompagnée des douanes et des eaux et forêts, de garantir non seulement la sécurité des populations, mais également de se préparer à faire face à toute situation éventuelle. C'est le début d'une série de patrouilles dont le but est de driller nos hommes à l'endurance et surtout à la capacité de réaction face à des situations éventuelles. Dans les étapes à venir, nous envisageons créer des situations et apprendre aux hommes à adapter la bonne posture pour faire face à ça. Garantir la sécurité des populations nécessite aussi leur implication selon le général de brigade Zoumana Ouattara. La Côte d'Ivoire, comme bien des pays, est en proie à la menace terroriste. Et le terrorisme, nous tous, nous savons comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'il est important que la population puisse contribuer efficacement à travers le partage de l'information pour nous permettre d'agir en anticipation avant que des événements ne se déroulent. Cette opération se poursuivra jusqu'à la fin de la CAN en février 2024 pour des fêtes de fin d'année sans incident et une CAN réussie dans la capitale du Poro qui abritera la poule E. Et nous vous le disions en titre, les travaux de construction de la cité administrative du numérique viennent d'être lancés. Le gouvernement veut créer un data center, un centre de données national. La cérémonie de pose de la première pierre de ce centre a eu lieu jeudi dernier au siège de l'Agence ivoirienne des fréquences à Marcory. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation est en partenariat avec une entreprise américaine de technologie pour réaliser ce projet. C'est ce que nous montrent Jean-Michel Kouadio et Jean-Marc Djadji. Pose de première pierre à l'Agence ivoirienne de gestion des fréquences. Une initiative qui matérialise la future cité administrative du numérique. Le temps est ainsi donné pour la digitalisation à grande échelle de l'administration ivoirienne. D'une superficie de 20 000 hectares, cet espace abritera le data center ou encore le centre de données national. Il hébergera les systèmes, applicatifs et données de l'État et toutes les entités de l'administration publique. Le data center est une infrastructure de pointe de niveau tier 3 et il sera donc conforme aux normes internationales les plus strictes en termes de haute disponibilité et de redondance. Avec une superficie de 20 000 m², il sera doté de 2 fois 400 armoires, c'est-à-dire les racks, d'une puissance énergétique d'1,5 MW et de capacité de stockage de plus de 2200 terabits. Le montant de l'investissement alloué à cet important projet est de 60 millions de dollars, soit un peu plus de 36 milliards de francs CFA. Le data center national, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, symbolise notre quête de souveraineté numérique. C'est un consortium de compagnies américaines venues travailler en Côte d'Ivoire. Cela fait exactement 1 an que le président Biden s'est adressé aux chefs d'État des pays africains lors du sommet États-Unis-Afrique et il avait promis que Sébastien et ses partenaires viendraient travailler pour permettre le développement de l'économie numérique.
Et Dieu voulant, nous voilà une année après ici, célébrant le data center qui est un cornerstone pour l'économie digitale. Les travaux de la cité administrative du numérique, fruit d'un partenariat entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, s'achèveront au bout de 12 mois. Les grands architectes de Côte d'Ivoire se sont réunis à Abidjan dans le cadre d'une rencontre extraordinaire de la conférence des présidents des ordres des architectes de l'espace UEMOA. Ensemble, ils ont étudié le thème « Examen et adoption du projet de la valise pédagogique type pour la formation d'architectes de l'espace UEMOA ». La thématique sous-tend bien évidemment les questions de développement des villes en Afrique subsaharienne et les honoraires des architectes. Plus de précisions avec Dangui Dangui. Quartier précaire, construction anarchique, effondrement d'immeubles. Les villes des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se développent parfois au mépris de l'obligation de s'attacher les services d'un architecte avant toute construction urbaine. Constat que partage amer le président de l'Ordre des architectes du Sénégal. C'est en fait, alors que les textes dans nos différents pays sont assez clairs. Sur la récurrente question du coût réputé élevé des interventions des architectes, Jean-Augustin Carvalho n'est pas de cet avis. Une mission d'architecte qui consiste aux études, à la sélection des entreprises et à la supervision des travaux jusqu'à son achèvement varie autour de 9 à 7% du coût des travaux. Ça vous dit très rapidement une construction qui fait 10 millions. L'architecte sera rémunéré à autour de 800 000 francs. Le président de l'Ordre des architectes du Sénégal est en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une rencontre extraordinaire de la conférence des présidents de l'Ordre des architectes des États membres de l'UEMOA. Le plus grand défi est celui du développement durable. Et en architecture, un certain nombre d'objectifs ont été identifiés, définis à travers les différentes rencontres qui se sont tenues afin que nous puissions tous entrer dans cette véritable dynamique. Nous ne voulons pas rester en reste. Ordre du jour de cette conférence, examen et adoption du projet de la valise pédagogique type de la formation des architectes de l'espace UEMOA. Et dans l'actualité également, 206 personnalités de l'enseignement supérieur ont été décorées. 38 sont faits commandeurs, 60 officiers et 108 chevaliers. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et l'inspecteur général d'État sont aussi dans l'ordre du mérite. On retrouve Sephora Zegui. La Côte d'Ivoire, reconnaissant à ses filles et fils qui travaillent d'arrache-pied pour hisser haut le secteur de l'enseignement supérieur. 206 personnalités élevées dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale, 38 au grade de commandeur, 60 officiers et 108 chevaliers. Nous sommes fiers pour toute la communauté universitaire parce que c'est tous ensemble que nous pourrions avancer, c'est tous ensemble que nous pourrions arriver à atteindre l'excellence, à atteindre un enseignement supérieur performant. C'est un sentiment de fierté, de joie qui m'anime aujourd'hui. Je voudrais vraiment dire que je mériterai cette distinction en redoublant d'efforts, en donnant toujours le meilleur de moi-même et en étant un exemple pour mes collaborateurs. Parmi ces acteurs, des enseignants, le personnel administratif et technique, mais également le ministre Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et l'inspecteur général d'État, Théophile Awa-Ndoli. Mais c'est bien sûr une fierté, parce que n'oubliez pas ce que Nelson Mandela disait. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer un monde. Oui, je suis heureux de participer à la confection, j'allais dire, de cette arme-là. Faire en sorte que les générations futures aient l'arme nécessaire pour changer nos pays, pour changer notre continent africain, pour changer le monde. Pendant quelques décennies, nous n'avions qu'une seule université. Ensuite, nous sommes passés à 3 universités. Aujourd'hui, nous sommes à une dizaine d'universités. Nous voyons le rythme avec lequel les universités sont construites au niveau des murs, mais nous voyons également tous les efforts qui sont faits pour améliorer la qualité de l'enseignement. Je voudrais dire qu'il peut être assuré du soutien du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Ces médailles sont une distinction qui érige les valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail et d'attachement à la nation au rang de principe sacerdotal, selon le ministre Adama Diawara. Il est normal que ces personnels-là qui sont à la tâche au quotidien
dans l'ombre, que ces personnels-là donc soient reconnus et magnifiés, honorés et décorés. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ces récipiendaires-là sont des modèles auxquels les jeunes pousses vont s'identifier. Donc il y aura un effet d'entraînement qui ne fera que bonifier nos sous-secteurs. L'Ordre national du mérite récompense les mérites distingués acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Il se compose de 3 grades, commandeur, officier et chevalier. La distinction dans l'Ordre du mérite de l'Éducation nationale vise à récompenser le travail de plusieurs années de labeur des acteurs engagés dans la promotion de l'éducation en Côte d'Ivoire. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA n'a donc pas eu lieu ce samedi 16 décembre 2023. Il a été suspendu et reporté par une décision de justice du tribunal de première instance d'Abidjan. Ce congrès avait pour but de désigner le nouveau président du vieux parti. Des irrégularités liées à l'organisation de ces assises et des risques de troubles à l'ordre public ont été constatés par 2 membres du bureau politique du parti. Les militants et sympathisants du PDCI-RDA sont invités au calme par la direction du parti. Jean-Marc Djadji. Longtemps attendu par les acteurs de la sphère politique, le nouveau président du PDCI-RDA et successeur du défunt président Henri Konan Bédié ne sera pas connu aujourd'hui au 8e congrès extraordinaire. Ce matin, les congressistes ont tenté d'investir le siège du parti à Cocody, mais en vain. En face, les forces de l'ordre assurent la sécurité des lieux et exécutent la décision de justice. Le 8e congrès extraordinaire est suspendu et reporté par une ordonnance en référé du tribunal de première instance d'Abidjan suite à une requête de 2 membres du bureau politique du parti. L'exclusion de congressistes, des doublons sur la liste provisoire publiée par la direction intérimaire et risque de troubles à l'ordre public ont été dénoncés et évoqués par ces tiers. Informé de cette décision de justice, la direction intérimaire du PDCI-RDA a appelé ses militants au calme et à la sérénité. Et cette note beaucoup plus triste dans ce journal, l'institutrice Kekeloyo Christelle Flavie, arrachée brutalement à l'affection des siens le 20 novembre dernier à Gbatongouin, localité située dans la ville de Mans, a été inhumée ce samedi 16 décembre. Elle repose désormais à Aoutoué, son village natal. Avant la douloureuse séparation, son fils et elle-même ont reçu l'ultime hommage de sa famille biologique, professionnelle et du gouvernement. Maria Toukone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, était présente aux côtés de la famille endeuillée pour apporter la compassion du gouvernement. En littérature, la journaliste présentatrice, aujourd'hui auteure, est à la conquête du lectorat d'ici et d'ailleurs pour son premier roman, Le combat d'une héroïne, et si c'était une histoire vraie, une œuvre de fiction certes, mais qui interroge la sensibilité de tous et exhorte la solidarité sans oublier l'ouverture dans l'œuvre d'un petit brin de féminisme. Marie-Laure Ngoran, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, était donc à Bruxelles, capitale de la Belgique, pour présenter son œuvre aux férus de lecture, une dédicace aux allures de partage qui nous est relatée par Franck Quadio. Loin des rues calmes bruxelloises, en ce début d'après-midi, une ambiance bien chaleureuse à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Des férus de lecture venus des 4 coins de la Belgique découvrent la première œuvre littéraire de Marie-Laure Ngoran, journaliste présentatrice sur RTI 1, Le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie? Souvent on ferme les yeux sur la souffrance des autres. On ignore et on fait souvent semblant de ne pas entendre leur souffrance. Et moi j'ai voulu écrire pour qu'on puisse être éveillé. Et Auré, dans sa maison, souffrait. Elle a souffert toutes les persécutions du monde. Mais à la fin, c'est une fin heureuse, mon roman. Parce que moi, j'aime les histoires qui se terminent en beauté. Pour que ce soit le parcours certainement de chacun de nous. Une fiction romanesque de 91 pages dédiée aux enfants orphelins, abandonnés et maltraités. Des mots qui prennent vie au fil des pages pour appeler à la résilience. C'est ce qui a séduit l'éditeur Moussa Traoré, lui-même journaliste. Et le public adhère au message de l'auteur, un style dépouillé qui se laisse lire et donne même quelques idées. Écoutez les mots de Marie-Laure Ngoran qui nous ont fait chaud au cœur, donc j'ai acheté le livre que je vais pouvoir partager avec mes élèves, parce que de profession, je suis directrice de la SECPA. Donc on va pouvoir le lire, le décortiquer, comprendre et inspirer tout ce féminisme combattant à nos élèves. Ce livre m'interpelle et me donne encore plus de force
quelles que soient les souffrances qu'on peut traverser, il y a toujours au bout du tunnel. Moi je trouve que c'est très courageux d'écrire un tel livre parce que quelque part on pense déjà à un drame familial, à quelque chose qui s'installe dont les gens n'osent pas parler. Ramener à soi sa fragilité pour en faire une force, la conviction de l'auteur est partagée. La journaliste-auteur entend poursuivre par-delà les frontières cette aventure livresque et somme toute culturelle. Et dans l'actualité internationale, le président élu de Madagascar, Andry Rajoelina, a été investi ce samedi. La cérémonie d'investiture qui a eu lieu dans la capitale et a réuni environ 50 000 personnes au stade Barea, plein à craquer. Des invités de marque, parmi lesquels 6 présidents, dont Azali Assoumani, président des Comores et président en exercice de l'Union africaine. Le président nouvellement investi a déclaré que mon attachement à Madagascar, terre de mes ancêtres, et au peuple malagasy guidera chacune de mes actions. Je serai un président encore plus proche du peuple, toujours au chevet des plus démunis. Madagascar est aujourd'hui en chantier, la transformation est en cours, l'émergence est à l'horizon, a-t-il ajouté. Et c'est sur cette note que nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis à Botro, cette localité de la région du Beké, dans le centre du pays. Excellente soirée sur RTI 1.